8 mars 2026, nous sommes dans la 5e année, jour 13 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, une forte attaque ukrainienne frappe le centre de Donetsk, la défense aérienne russe est déployée autour de la villa de Poutine, des attaques mutuelles ont lieu sur le front et d'autres événements sont rapportés. Mais avant cela, YouTube me fournit toujours une liste des membres les plus actifs, des spectateurs ou bien des abonnés en général, et maintenant, regardez cet homme d'honneur parmi tant d'autres de la Albucrew. Sans compter cette vidéo-ci que vous êtes en train de regarder, j'ai téléchargé 1162 vidéos au fil des années. Et certains d'entre vous commandent très assidûment chaque jour, like la vidéo et la mettent surtout en avant. Et c'est très bien ainsi. Chacun aide énormément avec une telle contribution, que ce soit un abonnement gratuit, une adhésion payante ou toute autre interaction. Ici, sur cette chaîne. Mais maintenant, regardez donc Rudiger Fellman qui, avec un nombre incroyable, et tenez-vous bien, de 11 521 commentaires sur cette chaîne, est absolument en tête. Cela représente, en calculant, presque 10 commentaires pour chaque vidéo que j'ai mise en ligne. Et j'ai aussi pris ici quelques échantillons au hasard et je le retrouve à chaque fois sous chaque vidéo, sans exception. Donc, félicitations et reconnaissance à ce stade. Je pense qu'il y en a un qui se démarque. L'ordre des tactiques d'avertissement est définitivement inclus, que j'aimerais lui décerner. N'hésitez pas à m'écrire par email ou via Discord, je pourrai alors vous l'envoyer. Communauté formidable ici, je ne peux que le répéter comme toujours. Regardez les autres grands youtubeurs, ils se déchirent toujours dans les commentaires, vous poignardent dans le dos ou sont simplement de petits fanboys. Mais ici c'est toujours très équilibré, neutre et très courtois. Continuez comme ça, merci beaucoup pour cela. De nouvelles images satellites suggèrent que la Russie a considérablement renforcé son réseau de défense aérienne à l'arrière-pays au cours des 12 derniers mois. Ce qui frappe surtout, c'est la construction de nombreuses nouvelles plateformes et tours, principalement pour les systèmes Pantsir. Au cours des derniers mois, nous avons examiné de temps en temps comment un anneau de défense se forme autour de Moscou. Celui-ci ne cesse de s'étendre, ce dont nous reparlerons dans un instant. Nous allons aussi visiter la villa de Poutine. Au total, environ 100 nouvelles positions supplémentaires ont probablement été créées depuis 2025, dont il s'agit principalement de rampes en béton surélevé sur lesquelles des véhicules de défense anti-aérienne mobiles ou des systèmes RASA peuvent être stationnés. Certaines de ces nouvelles positions ont été repérées près d'infrastructures stratégiques, et pas seulement autour de la capitale. Ainsi, par exemple, plusieurs plateformes supplémentaires ont été créées entre août et septembre 2025 près de 2 raffineries dans la région de Samara. De nouvelles plateformes ont également été identifiées dans la région de Rostov, très probablement préparées pour des systèmes Pantsir. D'autres installations ont notamment été construites près de Kazan. Nous savons donc que lorsque nous entendons tous ces noms de lieux ou de régions, ce sont souvent les mêmes régions qui reviennent, qui ces derniers temps ont été très souvent attaquées par des drones ukrainiens, surtout en ce qui concerne les raffineries ou encore les producteurs d'énergie, c'est-à-dire les centrales électriques. Le réseau est particulièrement dense, surtout autour de la résidence près de la villa de Poutine, à Valdaï, où il passerait presque toute l'année. Car Poutine ne gouverne plus depuis longtemps depuis le Kremlin. Celui qui croit cela n'est plus vraiment bien informé. C'était le cas au début de la guerre, mais depuis environ 2 ans et demi, ce n'est presque plus du tout le cas. Il gouverne depuis plusieurs bureaux. En effet, il a de nombreux bureaux différents, tous construits de manière identique et répartis dans tout le pays. Je crois qu'on parlait de quelque part entre 5 et 8. Grâce à de petites différences en arrière-plan de ses enregistrements vidéo, par exemple lors de discours importants qu'il tient dans son bureau, un groupe de ce que j'appellerais des autistes capables d'analyser des armes a pu découvrir qu'il passerait la plupart de son temps dans cette villa-ci, celle qui se trouve au lac Valdaï. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'en 2025, un anneau supplémentaire de 8 tours de surveillance ait été construit là-bas, dans un rayon d'environ 20 km pour le protéger. Au total, il y a maintenant environ 19 de ces tours dans cette ceinture de sécurité. Comme je l'ai dit, 8 nouvelles ont été ajoutées, complétées par des positions radars, la guerre électronique ainsi que des systèmes supplémentaires de type S-300 et S-400. Ces plateformes fixes ont également disparu autour de Moscou et Saint-Pétersbourg. De telles installations sont également identifiées dans d'autres villes comme Sotchi ou Vladimir, parfois même à l'intérieur d'un anneau d'environ 100 à 325 km autour de la capitale. Il est frappant que nombre de ces positions aient été délibérément établies près d'installations énergétiques majeures, comme des postes de transformation ou d'autres infrastructures critiques à Rostov, Sarioskoul ou Briansk.
Cette expansion montre que la Russie cherche de plus en plus à protéger son territoire des attaques ukrainiennes et à sécuriser ses infrastructures critiques et son dirigeant. En même temps, la répartition des nouvelles positions montre que la protection s'étend désormais bien au-delà des zones de priorité traditionnelles. Malgré ces efforts, d'autres frappes aériennes ont eu lieu. Le centre de Donetsk abrite l'un des plus grands aéroports du pays. C'était autrefois un aéroport international assez fréquenté, surtout après la Seconde. Il a été utilisé jusqu'au début de la guerre en Ukraine en 2014, puis il a été complètement détruit et n'a jamais été remis en service depuis. Le terrain a changé de propriétaire pendant toute une année, passant de main en main. Il appartenait soit aux Ukrainiens, soit aux séparatistes, qui étaient mandatés et soutenus par la Russie. Mais à quoi servait l'aéroport depuis le début de l'invasion totale ? Eh bien, les Russes n'y stationnent manifestement pas d'avions, car ils se trouvaient pendant longtemps très près du front. Les Russes, qui se trouvent quelques kilomètres plus à l'ouest, en ont fait une base de drones, d'où ont été principalement lancés des drones kamikazes, de type Shahed ainsi que d'autres types de drones. Les forces armées ukrainiennes auraient attaqué la base de drones à l'aéroport occupé et, selon les autorités ukrainiennes, l'auraient entièrement détruite. Des missiles Attack-Hams et Storm Shadow auraient été employés lors de l'opération. Des missiles de croisière Skult-Marsch auraient aussi été employés, ce qui est intéressant, car le stock de missiles Attack-Hams serait presque épuisé. Donc, soit il est sur le point d'être complètement épuisé, soit ils n'ont tout simplement pas annoncé une nouvelle livraison, ou alors la dernière option c'est qu'ils en possèdent un peu plus que ce que nous pensions. Néanmoins, il y a une certaine rareté dans ce domaine, car, comme je l'ai dit, la dernière attaque de cette ampleur, surtout avec des Attack-Hams, remonte à plusieurs mois. Donc, voir une telle frappe, c'est presque quelque chose de nouveau. Les armes à guidage de précision permettent de frapper ces installations sans que les avions ukrainiens entrent dans l'espace aérien protégé par la défense antiaérienne russe. Les attaques contre les bases de drones font justement partie de la stratégie ukrainienne actuelle, qui vise à affaiblir les attaques russes dès leur source. Chaque base de drones détruite réduit à court terme le nombre d'attaques de drones possibles et oblige la Russie à déplacer son infrastructure plus en arrière. Dans ce contexte, un entrepôt de Gérant 2 ou Shahed a également été touché par une frappe aérienne dans la même ville. Des missiles de croisière et un missile ukrainien FV9 auraient été utilisés, mais ce n'est pas confirmé. Comme on peut le voir sur les enregistrements amateurs, il semble qu'il y ait eu un impact important. Le dépôt de pétrole Junk à Amavir, dans la région russe de Krasnodar, a également été touché par un drone. Sur les images, on peut voir 2 incendies sur le site. La situation paraît positive à l'arrière, mais reste difficile sur la ligne de front. Observons la contre-offensive locale ukrainienne. Vous le savez, vous l'avez sûrement déjà vu sur d'autres chaînes. Cela s'est été fortement propagé. Bien sûr, on a encore vu de grands titres accrocheurs, comme c'est souvent le cas « les Ukrainiens attaquent ici, la grande offensive est arrivée ». C'est ce que nous attendions. Le contexte, bien sûr, c'est que l'Ukraine a annoncé qu'elle lancerait d'autres offensives en 2026. Ils ont annoncé qu'il fallait des offensives et ils ont aussi expliqué que, comme je l'ai dit, elles sont nécessaires pour orienter cette guerre en faveur de l'Ukraine, au lieu de rester coincés dans une défense permanente où, au final, les Russes continuent quand même de gagner du terrain. Et oui, nous voyons des contre-attaques qui sont localisées, mais une grande offensive comme en 1923, ou du moins prévue dans cet ordre de grandeur, nous n'en voyons pas du tout. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est une attaque qui reste localisée dans la région de Zaporijia. Et c'est là le problème. Nous avons ici 3 hauteurs très fortement fortifiées, la 161, la 167 et aussi la 134 dont je vous ai déjà souvent parlé. Et les Ukrainiens ont toujours pour objectif de conquérir cette hauteur près de Ribne, ce qui est cependant très difficile, car les Russes la tiennent depuis septembre et l'ont fortement fortifiée. Ils ont ici un avantage en hauteur. Les Ukrainiens ne l'ont pas. Ils attaquent depuis une zone plus basse, ce qui désavantage la défense. Les Russes disposent d'un meilleur renseignement. Les Ukrainiens attaquent des 2 côtés après les attaques de la 95e. Les attaques de la 95e brigade aéroportée étant insuffisantes, un second front a été ouvert depuis l'ouest. 4 localités seraient déjà sous contrôle ukrainien, mais aucune preuve n'a encore été reçue. Nous n'avons plus non plus de preuves que ces zones sont toujours tenues par les Russes, ce qui en fait une zone grise à considérer comme telle. Mais ce que nous ne voyons surtout pas, ce sont des Ukrainiens qui se trouveraient ici, quelque part au sud de Ribne. Il n'y a ni de preuves russes, par exemple des soldats ukrainiens filmés ou attaqués, ni de preuves ukrainiennes montrant des soldats ukrainiens qui seraient injustement à ces positions. Il n'est pas dit qu'ils aient atteint ou conquis ces positions. Pourquoi veulent-ils venir ici ?
Qu'est-ce qui rend cette position si importante s'ils l'attaquent sans cesse, sans avancer? Eh bien, ces positions ici près de Ribne, celui qui les contrôle aussi l'accès à Uzbinivka à cet endroit. Et celui qui contrôle Uzbinivka peut aussi accéder à la ligne de défense ici, à laquelle les Ukrainiens veulent justement accéder. Ils veulent justement la reprendre pour pouvoir déplacer significativement le front et tenir à nouveau cette position. Mais comme souvent, il y a sur Internet beaucoup je vais appeler ça comme ça, des stratèges amateurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'armée. Et tout cela, peut-être qu'ils l'ont simplement repris par la suite à travers une restructuration de leur chaîne, parce qu'ils ont suivi la tendance. À l'époque, avec la défense ukrainienne contre les Russes. Plus fortement, en 2022, néanmoins, ils ont une assez grande portée et beaucoup d'abonnés à annoncer. Et ils peuvent aussi diffuser ce genre d'informations. Comme ils emploient de nombreux titres accrocheurs et diffusent souvent de la désinformation, je dois tout réexpliquer, ce qui complique les choses pour moi. Et quand je dis que nous voyons ici une offensive, vous pouvez volontiers regarder les vidéos des dernières semaines à ce sujet, j'ai toujours abordé ce thème de manière assez critique et pas aussi optimiste que d'autres, car j'évalue la situation différemment, et c'est aussi ce que nous voyons maintenant ici sur le front. Selon eux, les Ukrainiens auraient trop déjà dû atteindre cette position il y a 2 ou 3 semaines lors d'une offensive très médiatisée. Mais j'ai demandé à ce qu'on attende encore un peu. Ce que nous voyons jusqu'à présent et ce que nous pouvons confirmer, c'est la libération des villages proches de l'ancienne ligne de front. Mais c'est à peu près tout. Et je pense qu'il faudra beaucoup de temps avant que l'Ukraine progresse ici. Nous voyons à peine des attaques, nous voyons à peine des efforts offensifs, mais nous ne voyons pas non plus de matériel acheminé ici. Chaque jour supplémentaire pour les Ukrainiens ici permet aux Russes de renforcer leurs unités, compliquant encore leur progression, et ainsi de suite. Ici, l'Ukraine perd simplement de la puissance de combat en prenant autant de temps. Et je ne pense pas que les 4 brigades, ou plutôt les 3 brigades qui sont déployées ici, suffiraient pour percer la défense russe à cet endroit, et surtout pour la percer de manière significative, afin de pouvoir vraiment tenir des positions plus en arrière, dans l'arrière-pays. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques semaines lors de notre premier examen de la région, et je maintiens cette évaluation. Comme dit, on observe de belles frappes dans l'arrière-pays russe ou les zones occupées, qui auront un effet. Mais sur la carte du front, ce sont des reconquêtes. Bien au contraire, les combats continuent, surtout un peu plus au sud, près de Idiapol à cet endroit. Et c'est peut-être le secteur voisin. Ici, les Russes continuent d'attaquer. Ils tentent toujours de franchir la ligne de défense ukrainienne ici, mais avancent autant que les Ukrainiens plus au nord-est. Désormais, ils essaient aussi de progresser ici. Voici cet endroit, qui est toujours occupé par les Russes, à savoir Irke. Les Ukrainiens n'ont pas réussi à les repousser, mais je ne vois pas non plus d'attaque du côté ukrainien ici. Et ici, pour reprendre la ville, c'est tout le contraire. Les Ukrainiens comptent à nouveau sur la défense depuis les zones plus élevées. Car ici, il y a de nouveau un paysage vallonné, tout comme là-haut à la côte 153 qui est également très bien tenue par les Ukrainiens. Mais ce que nous voyons, ce sont des attaques russes, surtout ici le long de la route T0814. C'est cette route ici, menée par la 40e brigade d'infanterie de marine, et nous la connaissons déjà. Car ici c'est la 225e qui défend du côté ukrainien. Le régiment d'assaut qui n'était auparavant qu'un bataillon, nous les connaissons aussi bien. Tout comme Magia Bird, qui est une unité de drones, faisant partie des unités de drones d'élite du côté ukrainien. Ils combattent contre la brigade sœur de l'ancienne 155e infanterie de marine, à savoir la 40e infanterie de marine. Au cas où vous ne seriez pas encore au courant, la 155e, l'infanterie de marine a été presque totalement anéantie, 13 fois et reconstituée à chaque fois, puis renommée la 55e par les Russes. La division d'infanterie de marine a été réorganisée. C'est pourquoi nous n'entendons plus parler depuis quelques semaines de cette soi-disant brigade malchanceuse. Elle a en effet été dissoute, réorganisée et réaffectée, au cas où vous vous poseriez la question. La 40e existe toujours et attaque les positions ukrainiennes près de Oyaipol, via la route citée plus tôt. Les Ukrainiens se défendent ici aussi avec des drones, ciblant et touchant les véhicules de la colonne. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et à la cure d'algues. Un remerciement particulier à l'Oberstleutnant Rennecke, Silla, Dietrich, Ferdi et Meyerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, et à la prochaine mise à jour de la situation.